Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les vendredis de la recherche de l'Université Nîmes. Donc je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Bon, vous le voyez, il y a deux sièges vides à côté de moi, mais ne vous inquiétez pas, ils vont bientôt être occupés puisque je vais être rejoint par Nicolas Leroy et Thibaut Perrin qui sont en cours de déplacement là, et qui vont bientôt arriver. Donc j'avais pas mal de petites choses à voir avec vous. Je voulais discuter de plein de trucs. Donc bah, n'hésitez pas si à tout moment, là en plus tant que je suis seul, c'est hyper facile de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas, on peut discuter. Donc aujourd'hui c'est une journée un peu particulière pour nous parce qu'on inaugure la Discovery Machine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce véhicule merveilleux de médiation scientifique qu'on a à l'Université de Nîmes. C'est donc un véhicule utilitaire qu'on a équipé pour pouvoir embarquer des ateliers de médiation scientifique un petit peu partout. Donc c'est plutôt sympa et on est en inauguration sur le collège Ada Lovelace là. Donc c'est pour ça que le live n'est pas à des heures habituelles. Moi je lance tout seul parce que je vais devoir abandonner Nicolas et Thibaut un peu plus tôt que d'habitude. D'ailleurs ils sont même pas au courant qu'ils vont devoir gérer le live tout seul juste après. Je compte sur vous pour les aider à cliquer sur les bons boutons pendant toute la durée du live. Donc on va avoir plusieurs sujets qui vont nous occuper pour ce chercheur décrypte. Donc les chercheurs vont arriver, vont décrypter, et du coup, ben, moi je vais vous parler de la recherche en attendant leur arrivée. Et ça fait plusieurs fois qu'on en parle avec Nicolas, puisqu'on discute pas mal de ce format. D'ailleurs, si sur les sujets qu'on pourrait aborder, s'il y a certains d'entre vous qui ont des idées ou qui aimeraient bien voir les chercheurs de l'université se prononcer sur certains sujets ou voir aborder les thématiques, bah, n'hésitez pas à nous les soumettre. Il y a pas de problème là-dessus. On est là pour discuter. Du coup, moi, j'ai décidé aujourd'hui, puisque c'est la saison, de vous parler. Bonjour, désolé, alors ton pseudo, Voitou 9. Bon, c'est Vince, aka Vince, j'imagine. Salut Vince. Ravi de t'accueillir sur le live. N'hésite pas à participer à tout ça. Ouais, bravo, merci. Je pense que tu es assez indulgent quand même, parce que je pense que c'était pas très très convaincant quand même sur la lecture. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, moi j'ai décidé de vous parler un petit peu des prix Nobel, puisque on est en pleine saison des Nobel, on entend plein de choses. Alors, moi, je suis pas spécialiste de toutes les disciplines, je peux quand même vous donner quelques infos là-dessus. Et moi, j'avais envie un peu de discuter avec vous aussi de ce que c'est que les Nobel, comment ça fonctionne et tout. Donc, est-ce que déjà, je voulais voir, parce que c'est une info, bon, c'est une info qui est relativement connue, mais peut-être pas par tout le monde. Est-ce que vous savez d'où viennent les prix Nobel? Est-ce que vous savez déjà qui est à l'origine de ça? Parce que bon, ça, en général, ça c'est assez connu. J'attends les réponses, je suis tout seul, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous savez donc, ouais, Monsieur Nobel, tu as complètement raison, Vince. Donc c'était Alfred Nobel, fin du 19e siècle, qui a permis la création de ces prix Nobel. Est-ce que tu connais la petite histoire qu'il y a derrière cette création-là? Attends, pour t'orienter, Alfred Nobel, il est l'inventeur d'un produit extrêmement connu. Et c'est comme ça, notamment, qu'il a pu accumuler un certain nombre de richesses qui lui permettent aujourd'hui au prix Nobel de vivre. Est-ce que tu as une idée de cette invention? Est-ce que vous avez une idée de cette invention? C'est j'ai su, mais non. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas l'info la plus cachée de l'histoire, mais finalement pas si connue que ça. Alors, en fait, Alfred Nobel, c'est l'inventeur de la dynamite. Donc c'est assez intéressant parce que bah, du coup, c'est vraiment un produit qui est extrêmement connu. C'est un chimiste, inventeur de la dynamite. Donc lui, bah, c'est quand même quelqu'un qui était beaucoup dans l'humanité, la création. Voilà, bon, c'est un explosif, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il imaginait beaucoup utiliser pour le bâtiment, les grands travaux. C'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé pour ça aussi. Mais bon, il y a aussi eu des utilisations un peu plus destructrices et guerrières. Donc c'est vrai que les conséquences de son invention, il les a pas forcément toujours beaucoup assumées et donc il a souhaité réinvestir sa fortune pour permettre aux scientifiques de pouvoir être reconnus dans leur discipline. Et c'est comme ça que, suite à son testament, a été créée la Fondation Nobel et que donc, la fortune qu'il avait a été placée.
financièrement, alors sur des actifs mobiliers relativement sûrs, enfin même très sûrs, ce qui permet une pérennité dans l'utilisation, et donc on peut doter de plusieurs millions d'euros. Ah, tu confondais avec Fields de Villani, oui. Donc en fait, la médaille Fields, pour reconnaître. Alors oui, c'est vrai qu'il y a cette petite histoire. Alors là, pour le coup, moi j'ai entendu cette petite histoire, mais j'ai jamais su si elle était vraie sur la médaille Fields. Donc en fait, il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, mais en fait, il y a des prix équivalents, des prix de très haut niveau. Et pour les mathématiques, c'est la médaille Fields. Est-ce que, alors, tu voulais parler peut-être, Vince, de cette anecdote-là, dont on ne sait pas du tout si elle est vraie, hein. Alors, j'aime pas trop dire on fait un de la recherche, on parle d'actu, et puis on va peut-être balancer une fake news, mais en tout cas, elle est rigolote. Euh, alors moi, ce que j'avais entendu, vraiment aucune idée, c'est que, bah, a priori, l'épouse de Monsieur Nobel aurait eu une petite aventure avec un mathématicien, et que du coup, Alfred Nobel n'a jamais voulu qu'il y ait de prix de mathématiques pour cette raison. Ça paraît assez fumeux, hein, comme histoire, mais bon, c'est quand même rigolo, donc je vous le raconte. Et donc du coup, bon, pour en revenir à la réalité historique, donc on a donc la fortune de Alfred Nobel qui a été mise à disposition de la fondation pour pouvoir reconnaître des scientifiques et des personnalités dans leur domaine. Donc on a la médecine évidemment, la chimie, la physique, la littérature, le prix Nobel de la paix aussi. Ensuite, bon, il y a d'autres prix qui sont en lien, qu'on appelle prix Nobel d'économie. Alors, c'est le prix d'une banque suédoise dont je ne me souviens plus le nom en économie, qui est dédié à Alfred Nobel. Donc, c'est pas vraiment le prix Nobel d'économie, mais bon, c'est un lien très fort. Voilà, bon, première petite histoire quand même. Je trouvais ça intéressant de rappeler comment ce prix a pu être créé. Et on est rejoint par Thibaut Perrin. Alors, vous le reconnaissez pas encore parce qu'il fait 8 mètres de haut et on ne voit pas sa tête dans le cadre. Salut Thibaut. Je me mets là. Comme tu veux, il n'y a pas de place à titrer. Je me mets là. Si tu cours, on peut même te faire un café, hein, si tu veux. Non, ça va, Non, ça va, ça ira, merci. Donc on a lancé, hein. Du coup, j'étais en train de parler des Nobel, puisque c'était un peu la thématique du jour. Donc là, je racontais un peu l'histoire d'Alfred Nobel, de l'invention de la dynamique, qu'il a moyennement assumé sur certaines des utilisations, qu'il a, qu'il a convaincu de s'engager pour permettre à des scientifiques d'être reconnus, et donc via son testament, la création de la Fondation Nobel et des prix Nobel qui sont dotés chaque année grâce à la fortune originelle de Alfred Nobel qu'il avait accumulée avec l'invention de la dynamite. Et aujourd'hui, c'est en moyenne une dizaine de millions d'euros qui sont consacrés au prix Nobel pour chaque discipline, enfin non, pour la totalité du pool, et donc répartis pour chaque discipline. Donc moi, je te propose qu'on discute un peu des Nobel de cette année. Et après, j'aurai une fun fact aussi sur les prix Nobel pour finir. Et après, je vous laisserai tout seul avec Nicolas, parce que moi, je dois retourner au collège Ada Lovelace pour l'invention, j'ai rien monté, pour l'inauguration de la Discovery Machine. Et donc voilà, donc après, je vous montre rapidement comment on arrête tout ça. Donc oui, alors on a fait des petits écrans, le prix Nobel, parce qu'on parle du prix Nobel. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Magnifique. Et tu auras un petit écran de télétrtravail qui est juste en dessous, ici, qui se trouve ici, pour la partie de Thibaut. Et donc après, quand c'est terminé, vous pouvez mettre un petit écran. Tu viens de divulgacher et ouais, j'ai suivante. Ah non, bah, c'était annoncé sur le titre du live, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose de divulgaché. Désolé. Hein. Donc, donc du coup, les prix Nobel cette année. Donc moi j'ai noté, donc prix Nobel de la paix. Donc Nyon Hidankyo, pardon, qui est donc une fondation. Donc le prix Nobel de la paix a cette particularité de pouvoir être remis non pas à une personne ou plusieurs personnes en particulier, mais à des structures. Donc là, c'est une fondation qui a été créée en 1956 et qui réunissait des survivants des attaques de Hiroshima et Nagasaki, et donc qui milite extrêmement fort pour l'abandon de l'arme nucléaire. Donc bien sûr à distinguer entre les utilisations civiles du nucléaire, qui sont plutôt promues en ce moment, hein, même par les personnes les plus engagées, puisque elles présentent un certain nombre d'avantages. Et donc c'est l'utilisation des armes nucléaires, parce que on voit très bien à quel point c'est destructeur. Donc j'avais noté quand même, bon ça j'ai récupéré, alors voilà, hein, nous, comme je vous dis, il faut vérifier les sources et tout. Bon, moi, toutes les infos que je vous donne là, je les ai récupérées sur le site Nobel. Donc a priori c'est relativement fiable. Donc c'est environ 120 000 morts qu'il y avait eu quand même pour les bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Et donc ça fait environ 650 000 survivants témoins
plus ou moins proches de ces épisodes-là. Donc, ils se sont engagés là-dessus. Et après, il y a plein de démarches en fait qui existent aussi sur la thématique des armes nucléaires. Bon, il y a évidemment le traité de non-prolifération qui aujourd'hui est signé par plus de 192 par les non pas par ça pas par les 192 mais quand même une très grande partie. Il y a aussi un projet de traité d'interdiction des armes nucléaires qui est enfin le traité existe, hein, il est très peu ratifié uniquement par des États qui ne sont pas dotés de l'arme nucléaire évidemment. Facile. C'est un peu plus facile, mais alors c'est porté notamment par des États qui ont été très touchés par les essais nucléaires. Voilà, donc il y a quand même une action là-dessus. Et c'est plutôt intéressant de voir que cette question des armes nucléaires revient un petit peu sous la focale du comité Nobel. Là. Mais alors après, avec les escalades des conflits qu'on a pu voir dans le monde, c'est peut-être pas si étonnant que ça de dire revenons-en aux fondamentaux et peut-être que les armes nucléaires, c'est quand même bien de dire attention, il faut vraiment pas. Ensuite, bon après on peut discuter. En physique, donc c'est John Hopfield et Geoffrey Hinton qui ont travaillé très fortement il y a une vingtaine d'années sur l'IA. Donc là encore, on est sur des thématiques d'actualité très fortes. Et en fait, eux, ils ont inventé, ils ont fait des découvertes et des inventions pour permettre le machine learning avec des neuronaux artificiels. Donc voilà, c'est vraiment un peu la base de tout ce qui est construit aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Là aussi, un sujet vraiment d'actualité pour ça. Dans mes propres travaux de recherche d'ailleurs. Ouais. Approche-toi du micro. Je les cite justement dans mes propres travaux de recherche, justement la simulation des réseaux neuronaux. C'est vrai que ça peut être utilisé à plein de... Ouais. Et donc voilà, eux, ils font partie des deux personnes qui ont vraiment travaillé à l'origine de ça. Donc justement, petite info aussi sur les Nobel, c'est que alors le Nobel de la paix est le seul qui peut être donné à une structure. Tous les autres prix Nobel ne peuvent être donnés qu'à des personnes identifiées et c'est maximum 3 personnes par discipline. Et ça pose plein de questions parce qu'aujourd'hui la recherche est ultra collaborative. Regardez n'importe quel papier scientifique de n'importe quelle revue, quand il y a moins de 7 auteurs, c'est extrêmement rare. Donc là, arriver à trouver les 2-3 personnes qui, sur un sujet, ont vraiment contribué plus que les autres, c'est quand même très compliqué. Donc ça ne facilite pas le travail du comité et ça fait partie des discussions qu'il y a régulièrement pour faire évoluer aussi le comité de Nobel là-dessus et plutôt doter un établissement, un laboratoire, plutôt que des chercheurs. Donc en chimie, David Baker, Demis Hassabis et John Jumper qui ont travaillé sur ils ont appelé ça la prédiction des structures de protéines. Donc les protéines, c'est des structures particulières composées d'acides aminés. Et en fait, eux, leurs travaux ont permis de créer des assemblages d'acides aminés pour faire très simple, avec des systèmes informatiques performants et de créer des protéines à partir qui n'existaient pas en fait, pas à partir de rien. Quand même, mais à partir de toutes nouvelles protéines de synthèse qui permettent notamment pas mal de progrès sur toutes les applications santé, médicamenteuses de ces recherches-là. Donc c'est plutôt intéressant. Là, on est vraiment sur un enjeu, c'est prix Nobel de chimie, mais un enjeu très fort santé. Ensuite, on a eu le prix Nobel de littérature avec Han Kang. Donc c'est une poète qui fait de la prose, qui est sud-coréenne. Qui est reconnue. Bon, là, j'ai pris quelques ouvrages qu'elle a publiés. Un des plus anciens, c'est La végétarienne. Alors, tout est en traduction française, évidemment, parce que je ne parle pas le coréen, malheureusement. La végétarienne de 2007. Et après, on peut noter dans les ouvrages plus récents, en 2021, elle a sorti Impossibles adieux et La classe de Griego en 2023. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas les petites recommandations. Donc, évidemment, c'est un prix Nobel, donc vous aurez aucune difficulté à trouver les ouvrages. Et enfin, le prix Nobel de médecine, c'est Victor Ambros et Gary Ruvkun qui ont découvert une nouvelle version de micro-ARN messager. Donc on reste sur ces technologies-là, en fait. Enfin, on reste. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais là, on est vraiment sur des thématiques fortes. Donc, une nouvelle classe de minuscules molécules d'ARN qui jouent un rôle dans la régulation des gènes pour cette catégorie un peu plus précisément.
Donc c'est intéressant, et en voyant ça, moi je me suis posé pas mal de questions, et je crois que ça a été, il y a eu un peu de communication qui a été faite par l'établissement sur cette thématique-là. En fait, moi je m'interroge, est-ce que le comité Nobel essaie de trouver des lauréats parmi les grandes thématiques d'actualité, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que quand on a des fortes thématiques d'actualité, on a la recherche scientifique qui va s'aligner autour des thématiques à la mode, et que du coup, ben forcément, les papiers les plus brillants, on va dire, ben, ils collent à l'actu. T'en penses quoi, toi? Moi, je pense pas. Enfin, après, moi, c'est mon avis. Oui, non, je pense qu'il n'y a pas de réponse vraiment à cette question, mais je trouvais ça marrant d'en parler. Je pense que souvent, enfin, quand je vois, alors moi, les prix Nobel, nous, on n'a pas de prix Nobel en sciences de gestion, même si j'aimerais évidemment en avoir un, comme tout le monde. Mais par contre, Vous allez voir, par contre, l'intervention sur le télétravail de Thibaut, c'est du très haut niveau. Soyez prêts. Donc, le prix Nobel d'économie, en fait, ça me fait souvent penser à ça parce que moi, je cite souvent des économistes qui ont eu des prix Nobel. Et en fait, j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils sont souvent récompensés pour l'intégralité de leurs travaux, en fait. Et souvent, j'ai l'impression, pour suivre un peu le sujet dans d'autres disciplines aussi, qu'ils reçoivent leur prix, mais bien après avoir eu d'impact scientifique. Parce que ça fait souvent... partie des grands débats aussi. Okay. Alors, à part pour le prix Nobel de la paix, où effectivement on est en lien avec des thématiques très fortes d'actualité, on a des gens qui ont eu une activité très forte sur les derniers mois qui se retrouvent prix Nobel de la paix. Bon, souvent c'est pas quelqu'un qui a commencé il y a 2 mois à faire des trucs, mais c'est quelqu'un qui est sorti dans l'actualité. Mais le fait que les lauréats des prix Nobel soient de plus en plus vieux, pas forcément en âge, mais que les travaux datent de au moins 20-25 ans maintenant, en fait c'est tout prix Nobel confondu, et c'est une tendance qui a tendance à s'allonger même. Et c'est problématique aussi de dire on récompense les gens bien après. Après, voilà, les travaux sur l'IA, oui, l'IA telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'existe que parce qu'il y a 20-25 ans, on a eu des recherches de très haut niveau. Okay. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Après, je pensais à Esther Duflo, par exemple. C'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit, une jeune femme. Oui. Bon, encore une fois, en économie, je suis désolé, c'est la discipline que je suis le plus. Mais bon, c'est vrai que c'est... Je crois que le plus jeune, j'ai vu, c'est en physique. Il avait été lauréat à 25 ans pour des travaux qu'il avait conduits à 21 ans. Incroyable. Alors, j'ai plus les... Vous avez tout ça. Bon, il y a plein de pages qui décrivent les Nobel. C'est incroyable. Je suis toujours impressionné. Jeune en âge, là, 25 ans. Et je crois que le plus vieux, 92 ans, un truc comme ça. Ah oui, donc Ah ben oui. On a beaucoup de variances. Alors, il ne faut pas perdre espoir, Thibaut. Tu as encore de belles années devant toi avant de plus être nobelisable. Donc voilà un petit peu, moi je me posais cette question-là, mais après il y a aussi, alors moi je trouve que le phénomène moi je discute beaucoup avec plein de chercheurs, j'ai cet avantage-là, le phénomène de, ouais mais moi tu vois je suis dans des recherches qui sont pas trop à la mode, donc c'est un peu compliqué pour obtenir des financements, pour pouvoir faire... Alors c'est vrai que c'est des discours qu'on entend, ça n'empêche pas les gens de faire des recherches dans ce qu'ils veulent absolument. Mais il y a quand même ce truc de phénomène un petit peu à la mode. Ben oui, parce que la recherche, elle est financée par des opérateurs publics qui ont des enjeux à remplir et donc qui vont favoriser certains domaines. Ben aujourd'hui, l'intelligence artificielle, l'hydrogène vert, les modes alternatifs de production d'énergie, c'est des recherches à la mode parce que finançables en fait aussi. Et donc, il y a aussi un petit alignement de la communauté scientifique vers les enjeux sociétaux, mais après c'est à ça que sert la recherche aussi. Et ensuite, voilà, après je ne sais pas trop au niveau du comité Nobel si on cherche à attirer la focale dessus, mais c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que moi je me dis, si le comité Nobel commence à donner des lauréats qui sont dans des thématiques beaucoup plus obscures, peut-être moins, et notre deuxième invité arrive en légende, la gourde à la main. Bonjour Nicolas. Bonjour. Parfaitement à l'heure. Mais oui, évidemment. Très bien, bon, il me reste plus beaucoup de temps de toute façon. Je vous laisserai vers écart, je pense. J'ai expliqué à Thibaut comment pianoter sur le truc et tout, mais vous avez des vagues souvenirs de l'oral d'histoire, j'imagine. Ouais. Voilà, et puis après, il faudra juste éteindre l'ordi, et puis voilà. Du coup, on a fait un peu l'explication du Nobel et on a repris les lauréats de cette année. On s'est posé un peu la question de cet alignement un peu des thématiques retenues par le comité Nobel et les thématiques fortes d'actualité. Notamment, là, on reparle d'ARN messager. Bon, c'est une thématique qui est forte depuis maintenant 2-3 ans. L'intelligence artificielle en physique. Pour le coup, en chimie, on est sur la conception de protéines. C'est un sujet de fond.
il est d'actualité aujourd'hui, mais il l'était il y a 10 ans, il le sera dans 10 ans. Enfin, c'est pas une thématique très très forte dans le débat public actuel. Donc et puis on se demandait, voilà, est-ce que c'est une volonté du comité Nobel ou est-ce que c'est un alignement des communautés scientifiques à certains moments sur certaines thématiques où là, l'IA, c'est un enjeu qui est fort et du coup, ça fait 20 ans qu'on travaille fort dessus, donc forcément, les meilleurs papiers, ils sortent aussi dans cette thématique-là. Donc on s'est dit qu'il y avait certainement un peu des deux. Sans doute. Voilà. On n'a pas poté, quoi. Très bien. Et du coup, pour terminer, moi, je me demandais si vous avez déjà entendu parler de l'effet Nobel. L'effet Nobel sur les L'effet gens Nobel. qui reçoivent le prix Nobel. Ouais, alors c'est sur des gens qui reçoivent le prix Nobel. Non. Ouais, Je sais pas si on vous entend bien. Attends, je me Ouais. rapproche. Hop, en plus j'ai la voix. Non, mais non. Bah, j'imagine que ça auto-entretient finalement les travaux antérieurs. C'est-à-dire que vu qu'on fonctionne beaucoup, j'imagine, j'en sais rien, Non, mais c'est sur les intéressant, ouais, citations, j'imagine qu'une personne qui obtient un prix Nobel, elle explose son nombre de Ouais. citations. Évidemment. Et derrière, Oui, du ça, coup, certainement, ouais. ça auto-entretient effectivement. Bah, on le voit déjà dans le cas français. Un prix Nobel, ça devient quelqu'un qui est arraché par les médias Eh oui. déjà, à minima. Et j'imagine que dans le domaine scientifique, c'est sûr que, Ouais. Alors, il y a de ça. La base est la bonne. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu dis, du coup, ça te maintient un peu dans tes travaux antérieurs et tu as du mal à en sortir. Ouais. En fait, l'effet Nobel, c'est un peu le contraire. D'accord. Alors attention, ça concerne, on a quelques exemples, mais c'est très très loin d'être. Merci Guigui pour le retour son. C'est justement, en fait, l'idée, c'est que on se retrouve propulsé sur le devant de la scène, mais par tout le monde, par des médias généralistes. On devient quelqu'un qui s'arrache pour les conférences, on est sollicité de toutes parts. Et il y a quelques personnes à qui c'est monté un peu fort à la tête. Ah. Et justement, le fait de se maintenir dans sa discipline, ce qui est plutôt un trait du chercheur, hein, Oui. de manière générale, et bien justement, certains, du coup, se sentent attendus un peu comme le Messie, un peu sur toute thématique. J'ai reçu un Nobel, donc je suis un génie. Et donc, finalement, je peux me prononcer sur un peu tout. Alors, comme je le disais, ça reste très, très minoritaire. On a quelques cas de personnes qui ont perdu un petit peu les pédales là-dessus et qui se sont mis à raconter un petit peu n'importe quoi sur un peu n'importe quel sujet. Et donc, il y a pas mal de noms hein, qui peuvent être retenus, mais moi j'aime bien les exemples français parce que soyons fiers de notre recherche avant tout. Donc on a notamment Luc Montagnier. Oui, c'est celui auquel je pensais. J'étais en train de me demander s'il avait bien eu le prix Nobel Oui, ou pas, il parce l'a que eu c'est en- lui qui j'ai pensé tout de suite à Il lui. l'a eu en 2008, prix Nobel de médecine en Mais 2008. il n'avait pas déjà raconté n'importe ses- quoi avant. Oui. Alors, Ce qui a peut-être contribué. Parce Mais- que je me demande si c'est. Est-ce que. Enfin, on peut se poser la question, je réfléchis à what. Mais est-ce que c'est l'effet Nobel ou est-ce que c'est l'effet média, en Célébrité. fait Oui. Parce que bon, Mais en Montagnier fait- est célèbre depuis les années 80, quoi. oui, Et, c'est quelqu'un de très exposé. Ouais. Et bon, on a d'autres exemples qu'on pourrait citer, Henri Joyeux, des types comme ça, qui ont un petit peu vrillé. Et donc lui, il a reçu son Nobel pour les travaux sur le VIH. Ouais. Alors déjà sur le Nobel, il y avait eu des discussions parce qu'il y a deux équipes qui avaient il y a travaillé de front. Les avec Américains et des les échanges. Français sont tirés la bourre Ouais, là-dessus. voilà. Et puis en fait, ils se partageaient un peu des infos, mais pas tout. Enfin, bon, là après, un peu obscur quand même. J'ai pas d'infos sûres. Je sais qu'il y a eu des articles là-dessus. Donc, lui s'est un peu mis à se prononcer un petit peu sur un peu tout et n'importe quoi. Et la période Covid a été extrêmement sympa. Oui. Puisque, il a notamment. Il était dans l'équipe chloroquine, évidemment. Il a expliqué que on retrouvait des séquences de VIH de manière très suspecte dans le virus du Covid-19, du coup, que c'était du coup très certainement dû à des manipulations humaines du virus. Ils étaient certainement en train d'essayer de chercher un vaccin au VIH quand le virus s'est échappé du laboratoire. Voilà, donc aujourd'hui, c'est des choses. Alors, on se permet d'en parler parce que c'est des choses qui ont été quand même étudiées, démontrées. On a démontré que c'était pas le cas, hein, donc c'est pas juste critiquer une opinion divergente. Là, on a quand même des faits, ça a été vérifié. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand il a annoncé que le vaccin du Covid potentiellement pouvait déclencher de l'autisme. Ah oui. Ah oui, Hmm. c'est vrai. Donc ça, Oh, c'est Luc Montagnier. Bon, catastrophique ça. Sur le... tout de même paix à son âme. Diablement C'est-à-dire, décidé il y a 2 ans. surtout venant d'un médecin. type comme ça, Ouais. quoi. hein, Et en plus, là, pour le coup, il Et n'est pas d'un grand dans chercheur, sa hein. spécialité, mais il est quand même en médecine. Mhm. Donc,
Ouais. Bah, On fait face à un énorme problème dans les crèches en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi, du fait de cette publication, les parents ont tendance à de moins en moins vacciner Ouais. leurs enfants dans les crèches. Et ça devient un sujet de santé publique. Donc effectivement, ah la bah, parole scientifique, elle est très surtout en importante. France, il n'y a pas besoin de beaucoup pousser pour les Ouais. les Ouais. vaccino-sceptiques. Donc, Mm. Complètement. Voilà. Du coup, moi, j'en ai à peu près terminé. Donc, je pense que je vais vous laisser là pour la suite. Merci beaucoup d'être présent. Et puis, vous avez le reste des thématiques très mystérieuses, du coup, puisqu'on l'a abordé peut-être que 3 fois depuis le début. ouais. Merci Yannick. Merci Yannick. On ferme et on éteint derrière nous. Ok, merci. Si vous voulez voir. Ça rentre au milieu. Je rentre un petit peu plus Dans le champ. dans le champ. Merci Yannick. Bonne balade en bus. Très bien. Bon sujet. Voilà. Allez, on enchaîne sans plus tarder. En abordant un sujet dans les chercheurs décryptent l'actu qu'on devait aborder depuis le début, en fait, depuis la première émission, c'était la question du télétravail. Alors ça tombe bien parce que c'est une question qui était déjà d'actualité, mais qui l'est encore plus. On a suivi les annonces récentes d'Amazon et d'Ubisoft tout récemment sur le retour des salariés, des employés à l'usine presque, on pourrait dire, et donc la fin, ou en tout cas une réduction assez forte du télétravail. Donc bon, le télétravail, en tout cas si on se limite à la France, mais bon, tu pourras étendre sans doute, j'ai regardé des chiffres là, 7% en 2019. 20% en 2021, donc évidemment il y a eu la crise sanitaire qui est passée par là et qui a fait exploser on le sait pour beaucoup d'entre nous. Et là, on a le reflux. Et on s'interroge un petit peu sur les raisons du reflux. Alors ce qu'on remarque quand même, mais bon, tu pourras peut-être, tu vas préciser parce que je vais te donner la parole, c'est surtout toi le spécialiste, c'est que ça vient quand même chez des entreprises. Alors Amazon, je vais pas peut-être pas aller là-dessus, mais sur Ubisoft, c'est une entreprise qui connaît un petit peu des difficultés ces derniers temps. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation déjà entre les résultats d'une entreprise qui sont en baisse et le retour, ou en tout cas la demande de réduire le télétravail voilà. Pourquoi est-ce qu'on a là d'un coup cette méfiance à l'égard du télétravail? À l'égard du télétravail. Alors c'est marrant, effectivement. Alors je profite, je ne sais pas si on pourra voir, mais en fait il y avait un grand dossier qui avait été réalisé par Courrier International, télétravail, marche arrière toute. Alors c'est intéressant, il a 1 an ce dossier. Ah oui, donc c'est pas tout neuf quoi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est quand on regarde ce qui se passe à l'étranger avant de finalement se poser des questions sur le territoire national. Pourquoi? Parce qu'en fait, en septembre 2023, la plupart des grandes majors américaines, donc on peut parler de Google, Amazon, Facebook, etc., toutes les GAFA en gros, ils avaient déjà engagé une démarche de fin du télétravail, ou du moins réduction massive du télétravail. Tout simplement parce que pour limiter quelque part les abus en tant que tels, ils ont eu les mêmes difficultés que nous en France, enfin les mêmes difficultés. En tout cas, les gestionnaires d'équipes ont eu les mêmes difficultés dans le sens où ils devaient gérer des équipes qui étaient finalement éparpillées géographiquement et au final coordonner des équipes uniquement par visioconférence. Ça créait beaucoup de tensions. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce sujet alors si je parle des États-Unis et si je vous montre ce dossier qui a 1 an, c'est qu'en fait moi je travaille justement sur des entreprises dont Ubisoft, qui a été labellisé Great Place to Work, qui fait partie de mon panel, donc mon panel de 346 516 répondants, 416 entreprises. Donc il y avait à l'époque Ubisoft, puisqu'ils étaient une entreprise où il fait bon travailler. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on voit que c'est une tendance. Au début de mes travaux de recherche, quand j'ai commencé à travailler sur ma thèse, je m'étais intéressé à un mécanisme sociologique qui s'appelle l'isomorphisme, le fait qu'on copie les autres. Ouais. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que maintenant, en France, le sujet d'actualité, c'est celui-là. Celui qui était porté par les États-Unis il y a 1 an. Et cet isomorphisme, en fait, là où c'est assez intéressant, c'est que souvent, les entreprises ont tendance à adopter des pratiques
d'entreprises qui sont performantes, non pas pour des raisons rationnelles, en se disant le télétravail ça fonctionne ou le télétravail ça ne fonctionne pas, mais juste parce que ce sont les meilleurs. Et en fait, aujourd'hui, on voit Ubisoft, la remarque est extrêmement bonne. Ubisoft est effectivement à une perte. Alors, c'est pas nouveau, Ubisoft, ça fait depuis finalement la grande crise dans laquelle en fait ils avaient fait face à une crise de harcèlement professionnel, sexuel, qui a eu un impact majeur sur leur prix, leur prix boursier, leur prix de leur cours dans les marchés. Mais en gros, oui, c'est une bonne remarque, effectivement. Le gros problème, c'est déjà, avant de parler de télétravail, c'est pourquoi on va peut-être changer nos pratiques, de se poser cette question-là en tant qu'entreprise, c'est quelle est la raison pour laquelle. Et en fait, c'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'on a tendance à croire que les entreprises prennent des choix purement rationnels. Mais là, quand même, je m'étais dit, c'est vrai qu'à l'époque, on avait abordé le sujet du télétravail, je m'étais dit, c'est un sujet qui est finalement un peu vieux. Là, on voit que ce dossier date d'il y a 1 an. Et en fait, cette durée d'une année, ça correspond peu ou prou à la diffusion de pratiques que j'ai pu observer dans mes travaux de thèse, en fait, des États-Unis vers la France. Après, la raison qui font que les États-Unis ont une influence sur la France, ça n'a pas parlé, mais voilà. Oui, parce que ce que semble-t-il les études montrent, c'est que le télétravail entraîne pas une perte de productivité de l'entreprise. Dès lors qu'il est mixte, dès lors que, hybride, je crois, hein, c'est plutôt la formule qu'on utilise entre un temps sur le lieu de travail et un temps chez soi, ça fonctionne à peu près aussi bien, quoi. En fait, c'est pas que ça n'a pas eu d'impact, mais c'est juste que dans les tests statistiques, ça n'a pas d'effet. C'est-à-dire que ça n'a pas d'effet sur la performance et ça n'a pas d'effet sur la sous-performance. Donc ça n'a pas d'effet. En gros, télétravailler ou être à domicile, en tout cas, d'un point de vue statistique, on n'a pas d'impact. Par contre, ce qu'on sait sur le télétravail, donc pour revenir sur le panel sur lequel je travaille, en 2014, il y a un groupe de chercheurs, une équipe franco-italienne, groupe de chercheurs de l'Université de Grenoble et un groupe de chercheurs de Polytechnique Milan, qui avaient travaillé sur le télétravail, justement. Et en fait, ce qu'ils avaient découvert, et ce que je trouve qui est dommage, parce que c'est pas suffisamment mis en avant, encore une fois, la parole scientifique n'est pas assez écoutée, et ce qui est encore plus paradoxal dans mon domaine, hein, les sciences de gestion et du management, qui s'adresse principalement aux organisations et pour ma part aux entreprises. Ce qui a été mis en avant dans cette étude, c'est que finalement, c'est pas... Bon, le télétravail, c'est un outil. C'est la mise en place du travail à distance. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ce qui est pas forcément mis en avant dans les thématiques abordées sur le télétravail, c'est ce qui accompagne le télétravail. Et c'est surtout les raisons qui mènent à aborder le télétravail. Juste avant le Covid, j'avais évalué un papier de recherche scientifique pour une revue en gestion des ressources humaines. Et c'était assez intéressant. C'est un chercheur qui suivait un mouvement de fond chez les banques parisiennes. Et en fait, ce mouvement de fond, c'est la délocalisation des sièges sociaux en périphérie de Paris pour faire baisser les prix de loyer. Jusqu'ici, bon, paraît logique. Par contre, c'était surtout le déploiement massif du télétravail avec le fait d'imposer aux salariés de ne plus avoir de poste fixe, mais d'avoir un poste, finalement, on arrive sur son lieu de travail, on appuie sur un écran et on sait dans quelle chaise on peut s'asseoir, et on a besoin d'une réunion, et voilà. Et en fait, ce chercheur, ce que j'ai trouvé passionnant, alors lui, il avait fait une étude qualitative, c'est-à-dire des entretiens semi-directifs, qui étaient extrêmement riches, parce qu'en fait, il avait découvert qu'au final, un manager, il regroupe systématiquement son équipe autour de lui. En fait, ils s'arrangeaient entre eux le matin. Ils disaient, bon, il y en a un de nous, 8 ou nous 10, qui va arriver tôt, qui va réserver tous les sièges autour du manager. Et puis comme ça, on va pouvoir travailler en équipe. Donc en fait, le grand sujet derrière tout ça, la grande problématique derrière ce télétravail, c'est comment fait-on pour faire un travail collectif et comment on va éviter que le télétravail, justement, n'individualise pas le travail en tant que tel. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est que pour revenir à l'étude de l'étude franco-italienne,
C'est qu'en fait, au final, ce qu'ils avaient mis en avant, c'est que le télétravail, donc eux, ils l'appelaient en tant que smart working, c'est-à-dire en gros la flexibilité totale sur le lieu, les espaces, le temps, etc. Ils avaient mis en fait le fait que ça marche uniquement à partir du moment où on implique les salariés. Ouais. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas que ça parte de la direction. Il faut juste lancer des espaces de discussion pour dire, bon, ben, on va mettre en place un télétravail. Comment vous pensez que cela peut fonctionner? Comment peut-on faire pour que ça ne paralyse pas le fonctionnement de l'équipe? Pour la petite histoire, moi, j'ai été dans une équipe de travail, donc j'ai fait une thèse en entreprise. J'étais dans une équipe de travail, on a dû embaucher un DSI, un directeur des systèmes d'information, en période de guerre des talents dans une PME. On est obligé de plier les chines face aux exigences. Et le candidat avait imposé à l'entreprise, alors moi j'aimerais bien travailler à côté de Bordeaux parce que je fais beaucoup de surf. Et puis j'ai envie de travailler lundi, mardi, jeudi. Je viendrai à Paris, le siège social, une fois par mois. Et puis c'est comme ça parce que sinon, vous n'avez pas de candidat. Donc, moi, à l'époque, je m'étais dit, c'est fou, il va se faire ramasser par sa direction. Pas du tout. Il a intégré le comité de direction. Alors, il faisait son travail. Mais j'ai pu observer que au bout de 3, 4, 5 mois, les collègues commençaient à parler, à dire, ah ouais, t'as vu, il est encore à la plage, nanana. Et ça créait des tensions. Et finalement, même lui, il s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Il était trop isolé. Moi, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais j'étais un ancien DRH. La discussion de café est souvent extrêmement riche. C'est là où on se voit ce qui se passe les choses. Et c'est là où lui, justement, en tant que tel, il avait l'impression, parce qu'il était dans une fonction digitale, où en fait, on fait de la programmation, etc. Il n'a pas besoin d'interaction humaine, mais en fait, il en faut. Et c'est là où justement, la question derrière tout ça, c'est quel est le curseur vers lequel on peut laisser les salariés partir en télétravail 1 jour, 2 jours, 3 jours. Là aussi, on n'a pas... j'ai pas fait une état de l'art à l'heure actuelle, mais à l'époque, quand j'avais travaillé sur ce sujet, il n'y avait pas de consensus sur le nombre de jours. Et donc voilà, donc en gros, ce qui est assez intéressant à travers Ubisoft, le cas Ubisoft, c'est que Ubisoft, comme je l'ai dit, ils ont été labellisés Great Place to Work. C'est-à-dire que pour être labellisé, alors c'est pas un label genre au doigt mouillé, on obtient son label, il faut avoir des résultats assez élevés, un questionnaire de confiance notamment envers le management, qui est, selon mes travaux de recherche, le principal facteur qui explique que ces organisations où il fait bon travail. Souvent, quand on parle d'entreprise où il fait bon travail, on va se dire, tiens, il va y avoir du yoga, il va y avoir des bars à graines, comme on peut voir, on peut s'imaginer un petit peu. À la sieste. À la sieste. Mais c'est faux, en fait. Au final, c'est ce qu'on appelle la qualité du travail. Ce sont des entreprises qui réfléchissent au travail en tant que tel. Parce que les salariés sont passionnés par leur travail, les managers le sont aussi. Et en fait, cette confiance, elle se construit principalement à partir de 3 choses. Perception de compétence du management, perception de crédibilité, pas de décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait, et enfin, la perception de bienveillance. Est-ce que ce manager a une volonté authentique de vouloir améliorer mon bien-être au travail? Et donc, cette confiance envers le management, elle est essentielle dans le cadre du télétravail. Parce que s'il n'y a pas de confiance, derrière, vous avez des managers qui vont surveiller. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que sur le papier que j'ai évalué, qui datait de juste avant le Covid, des banques, en fait, l'auteur avait mis en avant que, alors c'est complètement fou, les directeurs avaient un écran, comme ça, un écran avec des indicateurs et des petits points rouges, orange ou vert. Et en fait, c'est complètement fou, c'est que dès lors qu'un salarié ne bougeait plus sa souris, en fait, et qu'il était chez lui, l'écran passait à orange au bout de 1 minute, en gros, j'ai besoin d'aller aux toilettes, et en rouge si c'était plus d'1 minute. Et donc, derrière, le directeur envoyait un message pour dire pourquoi tu n'es pas sur ton poste de travail, etc. Donc, ça en dit beaucoup sur la problématique de confiance. La méfiance, non, c'est clair. Mais bon, alors, si je t'écoute bien, et surtout, je te comprends bien, Ubisoft réagit en copiant les
GAFAM. Mais les GAFA, eux, ont commencé pour d'autres raisons, parce que en gros, le chiffre, bon, c'est pas trop une inquiétude, a priori. Donc, c'est plutôt cette question du collectif et la difficulté de travailler ensemble qui nécessite qu'on ait des employés sous la main, quoi, plutôt que de passer par Zoom, par des visios à n'en plus finir toute la journée. Donc, c'est une question qui relève d'ailleurs, parce qu'on l'a dit, le chiffre, la productivité, elle est finalement relativement la même, hein, en télétravail ou pas en télétravail. Est-ce que c'est une question qui relève plus de la psychologie du travail, en fait, ou est-ce qu'il y a autre chose qui entre en compte? Oui, alors pour moi, moi je travaille en psychologie sociale et ou sociologie, enfin en management, on navigue un petit peu entre les différentes disciplines, même si évidemment mes travaux sont en sciences du management. Donc, en fait, le problème, c'est effectivement, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que, en gros, alors pour venir au cas spécifique d'Ubisoft, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai entendu à la radio, c'était mardi dernier, quand justement le cas Ubisoft a explosé, puisque c'est le moment où ils ont commencé à y avoir des grèves. Ils ont interviewé un créateur de jeux vidéo et il a dit mais moi je veux bien que la haute direction il nous impose le retour à domicile, mais est-ce que eux dans leur vie ils ont déjà créé un jeu? Et donc on en revient à la confiance. Le premier facteur qui fait que on accorde sa confiance, c'est est-ce que la personne qui dirige est compétente? Et le problème, c'est que les entreprises, notamment les firmes qui sont cotées en bourse, elles vont avoir un conseil d'administration qui est composé de gens qui doivent être indépendants. Alors, j'ai oublié d'en parler, mais dans le passé, au Canada, j'ai travaillé en tant que consultant en rémunération des hauts dirigeants. Donc, j'intervenais auprès de conseils d'administration de sociétés cotées en bourse. Et donc, ce qui est très important, c'est que ces conseils soient le plus indépendants possible pour éviter, évidemment, des conflits d'intérêts qui, je pense, le grand public en a entendu parler. Dans les années 80, 90, 2000 et encore aujourd'hui, on en entend. Hein, c'est un gros problème, la collusion entre les membres du conseil et les dirigeants. Et en fait, le problème, c'est que vu qu'ils sont indépendants, ils sont déconnectés quelque part de la base. Et alors, c'est assez intéressant. Ubisoft, cette entreprise me passionne parce que je la suis depuis très longtemps. J'avais postulé chez Ubisoft à la DRH. La direction... tu jouais aux jeux vidéo quand tu étais plus jeune. C'est ça. J'ai été fan de Rayman, de jeux de Ubisoft. Je trouve que, en plus, quand on voit Rayman, c'est un jeu assez bon enfant. Et en fait, ça avait été assez intéressant parce que quand j'ai rencontré, donc j'ai eu plusieurs entretiens avec différents niveaux hiérarchiques jusqu'à la DRH Group de Ubisoft. Et en fait, c'était assez intéressant, la culture qui est régnée. Alors, je te parle de ça, ça date de 2011, c'est un petit peu vieux. Mais c'était une culture très dynamique. En fait, elle m'avait posé une question, elle m'a dit, est-ce que vous êtes prêt à travailler dans une flexibilité? Et je me disais, bah oui, je suis parti au Canada, voilà. Mais en fait, elle m'avait dit, en gros, je lui avais dit, mais pour moi, DRH, c'est gérer du chaos organisé. Et là, elle avait trouvé ça brillant. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'elle trouve ça brillant. Et en fait, j'ai compris pourquoi après. Parce qu'en fait, les créateurs d'Ubisoft disposent de beaucoup de liberté. Et le support administratif, dont fait partie la DRH, quelque part, ils doivent s'écraser. Il faut bien imaginer que c'est comme dans le milieu du cinéma. Et ça, c'est le gros problème. C'est le pouvoir que l'on donne à des créateurs qui peuvent créer le jeu, qui va avoir un impact. Les artistes, quoi. Voilà. Et en fait, ce savoir est un actif qui est évalué dans le prix de l'action. Hein. Et donc, le problème, c'est que Ubisoft, donc ils ont eu des très bons résultats au questionnaire du Trust Index. Ils ont fait face à une problématique d'entreprise. Alors principalement sur une toute petite filiale, et après derrière ça a déclenché toute une série en chaîne des départs. Il y a eu le départ du créateur de Rayman, ce qui a du coup contribué à la baisse du cours de l'action, et puis ils ont surtout du mal à se réinventer. Ça fait partie des grandes difficultés. C'est dur. Et c'est vrai que c'est une bonne question, et c'est un questionnement que j'ai eu souvent dans ma thèse. Est-ce que c'est la performance antérieure qui peut expliquer qu'on peut accorder sa confiance? En gros, tu as une entreprise qui a beaucoup de profits derrière, on peut arroser, pour le dire ouvertement, on peut arroser les salariés. Moi, dans mes tests, j'ai neutralisé cela, en fait, pour essayer de voir si la confiance venait après la performance ou avant.
Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que la confiance, pour la construire, ça prend énormément de temps. Et on la perd très vite. Par contre, on la perd très vite. Ouais. Effectivement. Ouais, tout à fait. Bon, bah donc à suivre. D'autres entreprises vont peut-être suivre, sans doute, hein. C'est un jeu de domino, si j'ai bien compris, qui est lancé par les grosses firmes américaines. Donc on va voir. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui est peut-être aussi un petit peu entré dans les esprits et à une époque où, je pense, dans beaucoup d'entreprises, il est devenu très difficile de recruter. Le télétravail fait partie peut-être des négociations quand même, hein, dans les recrutements. Ouais. Donc elles peuvent pas. Ce qui fait que c'est peut-être encore plus mal ressenti quand ça arrive, une décision telle que celle d'Ubisoft, c'est que voilà, il y avait des engagements et on revient sur les engagements. Du coup, ça crée un petit peu plus de difficultés, quoi. Et oui, et on en revient au sujet central qui est le La dialogue. confiance et ouais. Le dialogue Mmh. entre les salariés et le management. Mmh. Et là, on voit bien que le dialogue est rompu. On part en grève avec qui? Les partenaires sociaux. En France, les partenaires sociaux, malheureusement, et je dis bien malheureusement, sont pas suffisamment mis en avant dans le dialogue général, hein, le dialogue du travail. Non pas que je sois syndicaliste, je suis un ancien DRH, mais ce qui m'intéresse, c'est ce dialogue qu'il peut y avoir entre la direction et la base, les salariés. Là, on voit que le dialogue est rompu, mais ce qui est fou, c'est ça, c'est ils avaient des niveaux de confiance extrêmement élevés, et là, aujourd'hui, on voit qu'ils en sont dans une situation qui s'est écroulée. La grande erreur, je pense, mais je veux pas... C'est facile pour moi parce que je suis pas à leur place. On peut tout changer l'histoire, mais je pense que la grande erreur, c'est qu'ils auraient dû tout simplement faire une enquête terrain, c'est-à-dire en gros se déplacer studio par studio, parce que là, il y a même le studio à Montpellier qui est en grève, et tout simplement dire on constate qu'il y a une baisse d'innovation dans nos jeux vidéo. À la dernière, en gros, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à l'Assemblée générale des actionnaires, ils se sont fait ramasser par leurs actionnaires parce qu'ils disent va falloir se réinventer. De l'argent. Mais en fait, c'est dommage parce que le gros problème que l'on a dans les entreprises privées cotées en bourse, mais pas que, les entreprises privées, en France comme à l'étranger, c'est qu'en fait, lorsque vous avez ce qu'on appelle des facteurs exogènes, c'est-à-dire en gros un marché qui peut tomber, et ce qui est le cas aujourd'hui dans le marché des jeux vidéo. En fait, pendant le Covid, le marché des jeux vidéo s'est enflammé. Et puis là, aujourd'hui, on n'a plus envie de rester chez soi. C'est le retour. D'ailleurs, j'ai vu des données, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est le retour des bars et des boîtes de nuit. Donc ça montre bien que temps fermé par le... Temps fermé, on a envie. Et cette baisse, en fait, derrière, quand vous êtes dirigeant, vous avez un mandat social, et une responsabilité fiduciaire à l'égard de vos actionnaires qui est que l'entreprise soit profitable. Et en fait, c'est là où c'est triste, c'est qu'en fait, la réaction humaine, c'est on va faire des grandes actions. Et le problème d'un manager, c'est qu'aujourd'hui, il reçoit 200, 400, 500 mails le matin. Je pense que c'est le cas aussi à l'université, Bordeaux. Mais en gros, c'est difficile de prendre des décisions comme ça quand on a autant d'informations. Ils n'ont plus le temps de se poser. Et au final, on en revient au phénomène de l'isomorphisme. Je prends une décision en fonction de ce que fait mon compétiteur parce que je n'ai pas le temps d'avoir une réflexion cognitive. Et derrière, de dire aux actionnaires, vous voyez, les GAFA, ils ont tous mis... on est dans la bonne démarche et hop, le prix de l'action remonte un tout petit peu. Puis après, les salariés réagissent, ça retombe. C'est ça. C'est pas forcément des bonnes directions. Ok, écoute, merci beaucoup Thibaut. C'était intéressant et à suivre. Ça nous donne un certain nombre de clés de compréhension. Bon, c'est tout l'intérêt de cette émission. Donc merci beaucoup. On y est arrivé. On a eu du mal à arriver à trouver un moment où tu pouvais être présent, où on pouvait être présents tous les deux d'ailleurs. Et donc merci beaucoup pour ta participation. Et merci à tous pour avoir suivi l'émission. Et vous vous retrouvez très vite Yannick. Et puis nous, on se retrouvera pour un autre chercheur décrypte l'actu, sans doute d'ici, alors je dis pas 2 semaines parce que ça va être, il y a une semaine de congé à l'université, mais sans doute un petit peu plus à la mi-novembre. Bonne fin de semaine, bon week-end à tous et à très bientôt sur le Twitch de l'Université de Nîmes. Bon week-end à tous.